Je me présente, je suis Bruno Lyon, directeur du GIP. Je vais faire la présentation avec Mathilde Hibon, qui interviendra sur vraiment la démonstration de la plateforme. Euh, donc, je vais peut-être rappeler un peu ce qu'on est, parce que je connais un certain nombre de personnes, mais pas tout le monde. Donc, nous, on est un groupement d'intérêt public. Qui s'appelle l'IA pour Lien Innovation Agroécologie. On est donc un groupement d'intérêt public, c'est un opérateur public qui est constitué par l'adhésion de membres qui, et dont une partie, la composante principale, c'est des opérateurs publics eux-mêmes, qui décident de mettre ensemble des moyens pour faire des choses dans des domaines communs, en fait. Donc là, nos membres fondateurs, c'est plutôt les grandes institutions, l'État, la région, les agences de l'eau, l'ADEME, qui se sont regroupés dans le cadre de ce groupement pour travailler sur les questions de transition agroécologique, qui sont des sujets communs en général, et sur lesquels ils ont tous des politiques publiques et sur lesquels il y a des enjeux. Et puis dans nos membres, on a un cercle qui est plutôt des partenaires techniques, on va dire, qui sont dans notre assemblée générale et donc qui sont INRAE, les instituts, Arvalis Terrinovia, la Chambre régionale d'agriculture, la coopération et l'UNES. Voilà. Donc ça, c'est notre partenariat actuel. Euh, on intervient sur l'Occitanie. Alors, c'est une spécificité d'Occitanie, hein, ce groupement. Ça n'existe pas ailleurs en tant que structure. Et on est un opérateur de projet, donc on est une petite équipe, on est 11, hein, plutôt avec des profils d'expertise. Et on intervient dans des territoires à enjeu ou sur des thématiques à enjeu pour travailler les processus de changement. C'est ça notre cœur de métier, en fait. Donc là, j'ai quelques exemples de projets. À gauche, là, il y a deux gros départements qui nous mobilisent en ce moment. Ben, le Gers, dont on va parler là, sur la question du lien pratique agricole et qualité de l'eau autour des pesticides. Mais on est en ce moment aussi très mobilisé dans les Pyrénées-Orientales avec la Chambre d'agriculture et le système d'acteurs des Pyrénées sur la question de gestion quantitative de l'eau. Bah, au centre, là, vous avez ECAT, qui est un projet sur le numérique là, qu'on a engagé et qui est important pour nous. Et puis, à titre d'exemple, on est aussi avec l'INRAE sur un projet qui s'appelle Transform sur l'adaptation au changement climatique. On travaille sur un démonstrateur territorial qui s'appelle Léguminon autour des filières légumineuses en lien avec la restauration collective. Et puis on travaille aussi plutôt sur les questions de connaissances dans le cadre du campus des transitions avec l'écosystème du supérieur et de la recherche ici. Voilà, donc on est à la fois dans l'action au plus près d'agriculteurs quand on travaille dans les territoires, on travaille sur les connaissances et avec cet outil va être un exemple de ça et on travaille aussi sur les filières et puis les politiques territoriales autour de l'alimentation. Alors, de quoi on va parler aujourd'hui? D'un outil qui s'appelle ECAT. Alors, ECAT, c'est Mathilde qui a trouvé le nom. C'est un hub d'encapacitation pour l'agroécologie dans les territoires en jeu. Et ce qu'on va faire, c'est vous repartager un peu les fondamentaux du projet. On va vous faire une petite démonstration, puis après, on aura un temps de discussion autour de cet outil. Alors, de quoi on parle? Euh, Cet outil, donc, qu'on a initié, nous, c'est un peu de la recherche-développement chez nous. Il est fondé sur quelques postulats qui sont, eux, tirés de notre expérience d'intervention dans de nombreux territoires. On commence quand même, je ne l'ai pas dit, mais on fait maintenant presque en régime de croisière 150 diagnostics d'agriculteurs par an dans toutes nos missions. Donc et puis on travaille avec peut-être une douzaine d'opérateurs territoriaux, de politiques publiques, les grandes institutions. Donc, en fait, on commence à bien connaître tout ce monde des stratégies territoriales de transition de quelque chose, quoi. Bon. Euh, Nous, ce qu'on constate systématiquement, c'est que
On se heurte dès qu'on travaille sur les questions de transition, que ce soit qualité de l'eau, phyto, changement climatique, irrigation, gestion quantitative, biodiversité, de quoi qu'on parle. On a des problèmes, des enjeux de partage de connaissances et de montée en compétences des acteurs sur sur les situations qu'ils vivent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a tellement de complexité dans tout ça, il y a tellement d'incertitudes que un des premiers problèmes à l'action, en fait, c'est le fait que tous, on n'est plus au niveau en termes de compréhension des problèmes et de de la façon dont ils se posent à chacun, quoi. Donc ça, c'est des choses qu'on trouve, nous, de manière répétée, un peu partout et qu'on sent comme étant un des facteurs bloquants ou en tout cas pénalisant les processus de changement. C'est vraiment la capacité des uns et des autres à être en intelligence de situation par rapport à ce qu'on vit. Euh, et c'est encore plus vrai, enfin, c'est vrai à des échelles macro, mais plus on se rapproche des territoires, plus on se rend compte que chaque territoire, chaque situation est particulière, et donc il faudrait, on a des données macro sur, je sais pas quoi, les grands déficits en eau à l'échelle du bassin, d'Ouguéram, des choses comme ça, mais dès qu'on descend dans les territoires, ce qui intéresse les acteurs, c'est de savoir ce qui se passe chez eux, à leur niveau, dans leur système, dans leurs conditions. Et, et ben, souvent, c'est très difficile pour eux d'accéder vraiment aux éléments de connaissance qui décrivent leur propre situation. Pourtant, il y a de la donnée, beaucoup. Il y a des bases de données dans tous les sens qui sont constituées tout un tas de niveaux et qui pourraient mieux être mobilisées par ces acteurs s'ils y avaient accès. Mais ce qu'on voit, c'est il y a des coûts très élevés à la mobilisation des données actuellement, qui sont des coûts techniques, c'est-à-dire que il faut des outils quand même pour aller attaquer des bases de données, rapatrier des données, les traiter, et souvent, on n'a pas ça quand on est localement, en fait, tout seul dans son coin. Je dis, moi, il y a des coûts cognitifs parce que les univers de données, ça se maîtrise pas simplement. Comprendre quelles données existent où pour faire quoi, c'est un métier en fait d'être dans la compréhension de ce que sont des univers de données. Donc c'est quand on est technicien agricole, agriculteur ou même responsable animateur de bassin ou ingénieur à la DDT, etc. Les gens qui sont sur le terrain, ils sont pas du tout en maîtrise cognitive de ces univers. Et puis, ça a des coûts économiques. S'il faut développer des trucs pour aller avoir une application qui me donne des infos sur quelque chose, à un moment donné, il faut la payer. Et j'ai pas forcément les moyens de le faire, quoi. Et du coup, pardon, nous, on a constaté tout ça. Et donc, ça fait 2 ans maintenant que on se dit quand même, il y a possibilité d'apporter un service. Et on a eu l'idée d'une plateforme numérique qui serait à co-construire euh, pour bah, réduire en fait ces coûts communs que chacun n'arrive pas à payer en les traitant une bonne fois pour toutes dans un outil qui amène un service euh, qui permet de gérer tout ça et donc d'améliorer la capacité à agir des acteurs pour construire des démarches. Donc c'est ça notre idée et ce sur quoi on travaille là, depuis maintenant un an et demi. Alors je ne l'ai pas dit, hein, mais interrogez-moi. Alors Claire, tu me dis s'il y a des mains qui se lèvent ou des trucs comme ça, comme je ne vois pas tout le monde, quoi. Mais si vous voulez m'interrompre, enfin nous interrompre aussi quand Mathilde sera sur la démo, faites-le, hein, il n'y a pas de souci. Donc on est parti de voilà de ces questionnements, de ces constats. Qui nous travaille depuis quelque temps et on a initié donc une démarche en se disant, voilà, essayons de travailler à créer un outil qui serait un outil public
dont l'objectif, ce serait de faciliter l'accès à une information, alors moi je l'appelle signifiante et stratégique. Ça veut dire qui fait sens pour les acteurs, c'est-à-dire dont les gens ont besoin, dont les agriculteurs, les acteurs du développement agricole, les acteurs du développement territorial, ceux qui sont dans les territoires et qui ont à gérer les problèmes. Donc, qu'elle fasse sens pour eux et stratégique, ça veut dire qu'elle est utile pour la décision aussi. Et donc, un outil qui vise ça, et à faire ça à partir des masses de données brutes qui existent et qui peuvent devenir signifiantes et stratégiques à condition qu'on les travaille. Parce que la donnée brute, sinon, souvent, elle n'est pas comme ça. Et donc, l'objectif de cet outil, ce serait de rendre les institutions publiques et les acteurs privés. Donc, on vise bien les deux niveaux public-privé parce que ben, nous, notre lecture aussi des enjeux de changement, c'est que c'est des enjeux publics-privés. C'est-à-dire que souvent, on dit il faut que l'agriculture change ses pratiques, certes, mais nous, on dit aussi, c'est notre postulat, enfin, c'est notre façon aussi de travailler sur les processus. Il faut que les institutions aussi et les opérateurs publics changent eux-mêmes leurs pratiques et leur approche du changement. Parce qu'il y a beaucoup d'approches du changement qui ne marchent pas, qui sont soit que réglementaires, soit qui imaginent qu'il suffit de mettre de l'argent sur la table, etc. Mais non, il y a des trucs qui ne sont pas au point encore dans les modes d'action publique. Donc c'est bien du public-privé qu'on veut faire et de l'amélioration de la gestion des problèmes. Et donc on vise trois grandes catégories de publics. Bah, les grandes institutions, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, qui sont d'ailleurs nos membres, quoi. L'agence de l'eau, dans ses politiques d'intervention, l'État, la région. Euh, L'idée, c'est d'améliorer quand même les cadres de lecture de ces opérateurs, de ce que sont les enjeux sur lesquels ils essaient d'intervenir, et avec pour objectif qu'ils travaillent à l'amélioration de leur processus public d'intervention. Après, il y a des acteurs encore publics, mais qui sont plus territoriaux. Alors, je dis les maîtrises d'ouvrage territoriales, typiquement des syndicats de bassin, des communautés de communes, etc. Donc cet échelon de gouvernance de processus territoriaux qui implique bah, souvent une collectivité dans son rapport à son territoire sur la conception d'une stratégie d'action. Et après, il y a les agriculteurs et les acteurs du territoire qui sont ceux souvent qui vivent les problèmes et qui reçoivent des injonctions ou à qui on demande de se mobiliser, qui doivent agir, mais bah, qui souvent sont aussi plongés dans un monde incertain, incomplet, difficile à lire, à comprendre, etc. Donc ce qu'on rêve, notre rêve un peu, c'est de pouvoir bah, construire des éléments de langage commun et de lecture commune des situations entre tous ces niveaux pour permettre au final de l'amélioration de l'action commune. Alors, euh, on- nous, on vient là sur Occitanum, on part pas de rien, c'est-à-dire qu'on a déjà fait une première étape, c'est qu'on a, alors, j'ai écrit une démarche engagée en mode Living Lab. C'est vrai que nous, le Living Lab, c'est un peu, bon, moi, j'ai beaucoup travaillé là-dessus dans la conception avec vous d'Occitanum. Là, c'est un peu notre fibre de façon de travailler. Et donc, on a déjà un premier produit qu'on a monté en co-construction avec plutôt le niveau macro, on va dire, c'est-à-dire bah, des gens de l'agence de l'eau, de l'État, de la région, de la Chambre régionale d'agriculture, donc de têtes de réseau, etc. Et nous-mêmes dans notre propre expertise, où on a fait une plateforme qui a déjà commencé à attaquer les univers de données, justement, pour essayer de les comprendre et de voir ce qu'on pouvait en tirer. Et donc, on a fait un premier produit, là, qu'on va vous montrer, qui déjà, pour nous, apporte de la valeur ajoutée, et vous verrez quoi. C'est-à-dire qu'il commence déjà à rendre des choses visibles.
Et ce qu'on vient chercher dans Occitanum, c'est d'aller beaucoup plus loin et justement de lier ce produit à nos démarches territoriales, où là, on est en train, nous, de monter un certain nombre de démonstrateurs qui sont pas des démonstrateurs de numérique, hein, mais qui sont des démonstrateurs sur des actions de transition, et dans lequel on est en contact avec des agriculteurs, des systèmes techniques de techniciens de com, d'animateurs de développement agricole, d'animateurs de territoire, d'élus, d'acteurs institutionnels. Je vais vous montrer un peu les territoires sur lesquels on est engagé là. Et donc l'idée, ça va être de travailler donc dans des living labs là, territoriaux sur les usages plus précis de tous ces acteurs et les besoins et les cas d'usage par rapport à ce rapport à la donnée pour bah, aller plus loin dans notre outil pour le rendre encore plus accessible dans ses interfaces et signifiant dans tout ce qu'il produit dans les situations territoriales pour aider à l'action territoriale. Donc, les territoires, on a notamment deux gros territoires dans le Gers qui sont deux bassins versants sur le Gers, le Sud-Gers, en dessous de Auch, là, sur la zone du syndicat mixte des Trois-Vallées, là, qui est un opérateur de bassin, et un autre sur la Gimone, sur la partie sud de la Gimone avec le Sigral, qui est aussi l'opérateur de bassin. Donc là, c'est vraiment les territoires où on est le plus avancé parce qu'on est en train de construire avec les acteurs des vrais démonstrateurs d'action sur les questions de changement de pratique agricole et qualité de l'eau, et qu'on va outiller ces démonstrateurs avec la plateforme E4 comme outil qui va permettre à la fois la construction des actions, leur suivi, le dialogue territorial autour, etc. Donc c'est aussi à partir de ces situations gersoises qu'on a amorcé notre plateforme en fait sur les enjeux qualité de l'eau là. Et puis on a d'autres territoires dans l'autre plutôt là avec des opérateurs de captage et puis un territoire sur le Cérou Vert là sur aussi sur une zone d'animation territoriale en lien avec notamment une démarche qualité quantité d'eau. Donc on manque pas d'endroits et l'idée, ça va être dans la suite du projet là, d'impliquer tous ces partenariats et d'autres éventuellement, on n'est pas limitatif, hein. On en a beaucoup potentiellement dans les futures versions amélioration de l'outil. Voilà. Euh, donc ce qu'on va faire maintenant, c'est que Mathilde va faire plutôt la démonstration, là, vous montrer ce que c'est que la version actuelle de l'outil, ce qu'elle fait, et puis on interagira à deux voix là, pour commenter un peu et vous expliquer ce qu'on a fait et pourquoi. Et puis après, on pourra discuter, mais du coup, peut-être avant qu'on passe à la démonstration, s'il y a des questions, j'en prends. Et si tout va bien, OK. Si, moi Euh, j'ai une ouais, Bon, Bruno, je pense qu'on va le voir dans la démonstration, mais t'as pas vraiment parlé des bases de données qui sont attaquées. C'est des bases de données nationales, internationales, locales, communales. euh, Toute la fiabilité des données, parce que en fonction des opérateurs qui vont éventuellement récupérer de la donnée, il peut y avoir une philosophie derrière. Enfin, voilà, ouais, puisque tout est basé quand même sur. Tu dis que la donnée, il faut qu'elle devienne signifiante, etc., oui, etc. Mais c'est des vraies questions derrière d'où ouais, elles viennent. Et puis les données, elles sont produites en permanence maintenant, hein, avec les différents capteurs que l'on peut connaître d'informations. Donc voilà, peut-être que Mathilde va y aller après dedans dans tout cet aspect-là. hmm, Mais ouais, voilà, une donnée, elle est rarement neutre à la base. Voilà. oui, oui. Déjà dans son prélèvement, elle porte une information. Hmm. Donc, Alors, en fait, donc là, sur cette première amorce, nous, on a en gros trois sources de données, puisque donc
le premier projet qu'on a monté, il est autour de la problématique de la contamination des captages du Gers par les produits phytosanitaires, et c'est autour de ça qu'on est intervenu. Mhm. Et nous, on est venu mandater sur ce territoire le Gers par le préfet, par tout le monde, pour essayer de dire qu'est-ce qui se passe, quoi. Euh, et on s'est aperçu que bah, personne comprenait même vraiment les situations. Et sur un truc qui nous paraissait nous basique, l'état des captages et l'état de la qualité de l'eau, euh, on a, on s'est aperçu que personne ne savait en parler en fait. Donc, la première couche de données qu'on a travaillée, c'est les données qualité de l'eau. Sachant qu'il y a en gros deux types de données. Il y a les données qui servent au contrôle sanitaire des captages, qui sont gérées plutôt par le système ARS. Et il y a les données de suivi qualité des cours d'eau, qui sont gérées plutôt dans le cadre de la DCE par agence de l'eau, conseil départemental et euh, c'est les deux opérateurs. Donc ça, on a pris cette couche-là. Donc ça, c'est des données qui, bah, il y a des préleveurs, ils font des analyses, etc. C'est centralisé dans des bases intermédiaires et ça finit dans un hub qui s'appelle Hubbo, qui est un truc national accessible. Après, on a pris les données d'un truc qui s'appelle la BNVD, qui est la base nationale des données ventes des phytosanitaires. Donc là aussi, qui est une base de données. L'acquisition, c'est les les déclarations liées à la taxe sur les phytos par les opérateurs qui achètent ou vendent des produits. Et elle est gérée, monitorée, stabilisée au niveau national. Et la troisième couche, c'est le RPG public, là, sur lequel on a travaillé. Donc pour le moment, notre champ de données, je dirais, il est assez sécurisé en termes de nomenclature des données, etc., parce que ces bases sont sérieuses, en tout cas, elles sont maintenues, etc. Il est assez complexe, par contre, parce que c'est assez technique. Et il se résume à ces trois grosses origines. Après, on a plein d'idées, d'autres données, et notamment plus locales, etc. Et c'est justement l'étape suivante qu'on va tester là dans le projet. C'est notamment, par exemple, nous, on pense que ça pourrait être super intéressant de pouvoir intégrer des données privées, mais qu'il faut des conditions de sécurité pour ça, parce que, etc. Donc, ça va faire partie des discussions et des tentatives de construction de projets qu'on va faire là, d'aller beaucoup plus loin sur les sources de données, quoi. Mais déjà, on va vous montrer qu'avec ce qu'on a, il y a de la matière. Ok, donc bah, je vais passer, alors je vais arrêter mon partage, je vais passer la main à Mathilde. J'en profite juste pour rajouter déjà bonjour à toutes et tous, qu'on travaille avec un partenaire privé qui s'appelle Futiliant et qui, lui, gère toute la partie développement, puisqu'en fait, nous, au GIP, on est l'interface, on va dire, métier. Et donc, toutes ces questions, justement, de gestion des données, d'harmonisation des processus d'acquisition, tout ça, c'est ce qu'on travaille avec ce développeur, voilà, partenaire de l'univers toulousain là, qui est très, très bien. On travaille très bien avec eux et qui arrive à s'adapter au contexte un peu innovant de la plateforme. Voilà. Je vais partager du coup mon écran. Hop. Allez, est-ce que là vous voyez bien mon écran? Ouais, Juste être sûr. Ouais, ok. C'est bon. Ok, super. Donc là, on arrive sur la plateforme en l'état actuel des choses. Donc on arrive sur une première page de présentation qui reprend les éléments que Bruno a présenté juste à l'instant. Donc, comment a été pensée et puis construite la plateforme depuis décembre 2023, ses objectifs, donc comme les a évoqués Bruno, et puis l'organisation de la plateforme, donc qui s'organise en différents parcours sur lesquels je vais un peu naviguer pour vous montrer comment s'organisent les choses. On a une page de mise à jour où on explique quels sont les changements au fur et à mesure du développement qu'on effectue et l'espace aux questions. Donc ici, justement, ça reprend pour répondre à votre question, Jacques-Éric, les données.
Donc, pour être plus précis, voilà, ici, on rassemble toutes les données, donc les bases de données publiques sur lesquelles on s'appuie. À savoir qu'on s'appuie aussi sur les travaux de recherche, par exemple les travaux de l'INRAE sur la diversification des cultures, donc le séquence RPG. On a aussi l'ambition de travailler avec l'ODR sur un modèle de spatialisation de la BNVD. Voilà, donc tout ça, c'est des choses dans les circuits. Et voilà, donc bon, je ne vais pas passer trop de temps dessus, on pourra y revenir si vous avez des questions plus précises, mais Bruno a bien expliqué le fonctionnement général. Donc voilà pour un peu la mise en abîme sur ECAT. Et puis ici, donc les différents parcours qu'on s'attache à développer. Donc, c'est-à-dire qu'un parcours pour nous est envisagé à partir d'un besoin, d'un usage qui a été identifié avec un acteur. Donc, c'est-à-dire par exemple dans la phase initiale de développement où on avait donc identifié tout un ensemble d'usages et de besoins d'usage autour de la qualité de l'eau, donc répondre à des questions de type quel est le problème de qualité sur tel captage, quelle substance pose problème, dans quelle mesure l'ensemble de la zone hydro est concerné ou non. Donc, bref, voilà, par exemple, ça c'est des cas d'usage et donc à partir de ces usages-là, on essaie de développer des parcours de navigation qui s'adaptent en fonction des différents jeux de données qu'on intègre pour ensuite mettre en forme cette donnée, proposer des visualisations qui ont un sens pour le besoin qui a été identifié. Voilà. Donc, par exemple, si je vais sur le... Juste, je fais un petit point là-dessus. C'est vrai que la méthode qu'on a utilisée, nous, pour commencer à développer, ça a été vraiment de prendre les acteurs et de leur dire formuler des questions. Et on a passé beaucoup de temps à faire des ateliers de formulation de questions. Parce que dire, OK, ben moi, ce qui m'intéresse, c'est mieux comprendre la question eau et pesticides dans mon département. Bah, OK, mais c'est pas une question, en fait, ça. Donc, on a fait, on a fait passer beaucoup de temps à amener les gens à formuler des questions précises. Par exemple, ben moi, je voudrais savoir combien de captages de mon département sont concernés par des dépassements de concentration sur des substances CMR, par exemple. Voilà. Ça, c'est une question précise à laquelle on peut essayer de répondre. Donc, et ce qui est intéressant, c'est que on s'est aperçu que bah, la formulation de questions, c'est pas si évident hein, de la part des acteurs et que souvent ils ont beaucoup de flou eux-mêmes dans mais qu'est-ce que j'ai envie de connaître sur mon territoire. Et donc c'est aussi ça qui je trouvais intéressant dans l'approche, c'est que je reviens sur ces questions de montée en compétences, apprendre les gens à bien formuler les enjeux de connaissances qui se posent à leur niveau, ça fait partie du processus de montée en compétences. Donc, du coup, c'est ça qu'on s'attache à faire dans les cadres, c'est nous prendre ces questions-là, puis les décortiquer pour voilà, avoir des indicateurs qui aient du sens. Et en fait, c'est tout un travail qui n'est pas du tout aisé, mais voilà, qu'on essaie de mener le mieux possible. Et ça m'amène justement à cette notion des seuils dont tu parlais, Bruno, parce qu'en discutant justement de quels sont les problèmes, par exemple, de qualité, de dépassement sur un captage, on se rend compte que la notion de seuil de dépassement, on va dire, par exemple, voilà, je regarde le seuil de 0,1 microgramme par litre pour une substance. C'est pas c'est un seuil voilà, qui ne fait pas forcément foi pour toutes les institutions avec lesquelles on peut travailler ou qui s'intéressent à la qualité de l'eau. Donc nous, on est parti du postulat sur ECAT de travailler avec le seuil des eaux distribuées, donc les eaux qui ont été traitées, mais qu'on applique aux eaux brutes, donc les eaux avant traitement, dans un souci de prévention, parce qu'on est parti d'un cas où on travaille avec le Gers dont les captages en fait ont été pour la plupart mis en demeure suite à des problèmes de pollution, donc notamment à l'ESA métolachlore. Et dans le souci où il faut mettre en place des stratégies de prévention, on s'est dit et on a pris voilà, on a pris ce parti-là qui à terme est amené à changer en fonction des besoins. Mais pour l'instant, sur ECAT, ce qui se passe pour la qualité de l'eau, c'est qu'on regarde ces résultats d'analyse avec le seuil des eaux distribuées. Donc 0,1 microgramme justement par litre pour les substances et métabolites pertinents et 50 milligrammes par litre pardon, pour les nitrates. Donc tout ça fait foi pour la plateforme, ce qui du coup donne voilà, une lecture des données qui est on va dire, c'est un parti pris dans la lecture des données qui ne va pas forcément être évidente pour tous les acteurs. Et ça met justement en exergue la difficulté
de parler, de faire consensus sur ce qu'on appelle la qualité de l'eau, en fait. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on regarde un état de dépassement, voilà, qu'est-ce qu'on regarde, comment on le regarde, et tout ça, c'est ce qu'on travaille avec ECAT en se disant, il faut qu'on puisse donner la possibilité à différents acteurs de pouvoir amener leur propre aussi besoin de lecture sur ces données-là. Donc, voilà. Donc, je vais un peu vous montrer exactement à quoi ça correspond. Donc, ici, on Et, arrive sur... vas-y. et juste au passage, bah, vous verrez ce seuil, vous verrez apparaître. Notre idée, c'est d'en faire un seuil mobile à terme Oui. et qui puisse permettre donc de dire, bah, si je regarde la qualité de l'eau plus sous cet angle de prévention, mais sous un angle, par exemple, purement normatif, qu'est-ce qui dépasse aujourd'hui les normes dans les cadres réglementaires et effectifs? Bah, c'est pas tout à fait pareil. Et à la limite, même si je regardais la qualité de l'eau sous un angle purement sanitaire, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait risque ou pas pour la consommation, c'est encore pas pareil. Mm. Donc ça fait partie des choses qu'on va construire et qui sont pour le moment pas implémentées, quoi. Voilà, donc ici on arrive sur une première interface, donc entrée plutôt données qualité de l'eau qui permet de filtrer tous les indicateurs qu'on va avoir en fonction de ces données-là. Donc on va avoir d'abord une période de temps, donc on a acquis les données de 2015 à 2024 pour ce qui est des données qualité de l'eau. Après, selon les jeux de données, par exemple les ventes, les achats-ventes de produits phyto, ça s'arrête à 2023. Enfin voilà, on s'adapte aussi en fonction des disponibilités, mais pour ce qui est de la qualité de l'eau, ça court jusqu'à 2024. Et donc ici, on va pouvoir aller choisir un département. Donc ici, si on reste sur le Gers, donc tout ça, c'est un travail aussi de pouvoir euh, étendre le travail en dehors du département du Gers sur lequel on s'est basé initialement. Et puis choisir un captage en particulier, plutôt eau souterraine ou haute surface, plutôt une ressource donc une ressource particulière, par exemple au cours d'eau de la Gimone ou une ressource en souterrain. Et les captages plutôt prioritaires ou sensibles. Bon, voilà, l'idée, c'est de pouvoir... là, pardon, hop, j'ai juste besoin de mettre ça de côté. Voilà. Donc voilà, l'idée c'est de pouvoir un peu trier en fonction des besoins de lecture. Et ici, on va pouvoir regarder par exemple les résultats pour l'ensemble des prélèvements qui sont faits. Donc les prélèvements, ça rassemble un lot d'analyses. Et là, si je sélectionne cette option, je vais pouvoir demander à iCAD de me montrer l'ensemble des résultats sur la période qui ont été réalisés sur ces captages, ou ces points de prélèvement ici. Euh, En ce qui concerne les phytos, hein, parce que bien sûr, il y a d'autres paramètres qui peuvent être regardés, mais ici, on regarde les phytos. Et donc, on arrive sur une première carte, donc au département, ou en tout cas à la zone géographique qu'on a déterminée. Et ici, on va avoir les captages qui sont représentés ici par les gouttes d'eau, avec un premier gradient informatif, on va dire, qui essaie de nous donner une idée de l'état de dépassement des analyses sur ce captage. Donc avec un gradient allant du bleu au orange pour nous donner une idée de ce qui dépasse ou pas pour la période sélectionnée. Donc, on va avoir ici un ensemble d'indicateurs macro qui rassemblent un peu l'état des lieux, donc le nombre de captages qui dépasse au moins un des seuils de qualité, le nombre de prélèvements qui respectent le seuil, donc à nouveau ce seuil des eaux distribuées, le nombre de prélèvements qui ne le respectent pas et le nombre de substances qui ont été trouvées en dépassement sur la période, avec ensuite un ensemble d'indicateurs allant un peu en entonnoir dans l'idée, donc une première lecture de l'historique des prélèvements avec et sans dépassement sur la période. Donc en rouge ici, on trouve les dépassements sans ou avec. On peut aussi voir une augmentation des fréquences d'analyse aussi, qui se retrouvent par exemple à partir de 2022. Donc ça, c'est des choses qu'on peut lire en agrégeant toutes ces données. On va avoir ici une autre lecture des prélèvements en dépassement donc par mois en superposant différentes années. Donc pour essayer de se faire une idée, ou en tout cas essayer de déceler voilà, des possibles schémas de répétition dans les dépassements selon les mois. Bon, là, à nouveau, on a une vue toute substance, donc c'est aussi assez large. Et ici, on arrive sur la liste des substances qui sont présentes, retrouvées en dépassement dans les analyses, donc en ordre décroissant, avec la moyenne des concentrations et le maximum des concentrations retrouvées sur la période. Ici, une autre façon de visualiser ces substances en dépassement. Donc là, à nouveau, on est sur l'ensemble du département. Quand je clique sur une substance, je vais pouvoir avoir une chronologie des analyses de cette substance. Donc ici, j'ai pris le paramètre métolachlore total qui concerne uniquement la substance active du métolachlore. Et on va avoir ici une chronologie donc, de chaque analyse qui a été réalisée pour le métolachlore.
avec dans l'idée la possibilité d'aller, pour chaque analyse, repérer où est-ce qu'elle a été faite, sur quel captage, en l'occurrence, sa concentration. Et si elle se trouve donc en triangle, c'est qu'elle est au-dessus du seuil. Si elle est un rond, c'est qu'elle est en dessous du seuil. Le, Le le seuil, seuil, c'est le petit liseré rouge que vous ouais. voyez en bas de la courbe. Voilà. Donc ici, j'ai pu zoomer pour vous montrer le seuil un petit peu mieux. Donc ici, pareil, dans l'idée, c'est qu'on puisse cocher, décocher en fonction voilà, de l'intérêt qu'on a à regarder plus ou moins un ou plusieurs captages en même temps. Voilà, pour personnaliser. Donc cette interface-là, ce parcours-là, il a une vocation assez large avec une possibilité d'interaction qui est grande, donc qui se destine plutôt à des acteurs qui ont la facilité à naviguer à différentes échelles. Dans l'idée, Juste au passage, pardon, et donc à chaque fois, bien sûr, on a des graphes, mais on a des petits boutons pour télécharger les données, etc. C'est-à-dire que il y a toute l'ergonomie qui permet à quelqu'un de pas simplement être à visualiser des images, mais à pouvoir après, éventuellement, soit télécharger le graphe en tant que tel ou télécharger les tableaux de valeur et les retraiter, et continuer à les traiter, quoi. et donc l'intérêt aussi, c'est que on peut aller regarder l'ensemble de ces indicateurs, mais un seul captage, et mobiliser des données qui ne sont pas uniquement au captage, donc ici par exemple l'ARS, mais aussi des données aux stations, hein, comme l'évoquait Bruno, donc avoir des agrégations de données pour aussi au niveau des stations de mesure du réseau DCE. Donc ici, sur cette zone-là, on va pouvoir avoir exactement le même type d'indicateur avec une agrégation de ces données, à la fois du réseau DCE Et, des données ARS. et ça, juste pour l'anecdote, mais ça n'existe pas aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a aucun outil qui permet. Là, il y a un responsable de bassin, là, et son boulot, c'est de gérer la qualité de l'eau à la fois au niveau du captage, et puis, bah, comme c'est des eaux superficielles, il est concerné par tout ce qui se passe en amont. Eh ben, il n'existe pas d'outil qui permet à cet opérateur d'avoir facilement toutes les données de son captage et du réseau de surface, parce que c'est des bases différentes et qu'il y a pas ce travail de recollement, en fait. Donc nous, on a Mm. été assez surpris de ça. Et déjà, c'est une première valeur ajoutée évidente que d'avoir fait ce recouplage, quoi. Mm. Donc on peut le voir ici, en fait, si je redescends, toujours en gardant ce paramètre-là, je peux aussi prendre le glyphosate par exemple. Ici, on va avoir donc le captage et les stations qui sont associées à la zone en amont. Et donc, on peut pareil aller regarder ce qui se passe uniquement à ce captage, puis en ajoutant une station, etc. Donc, pouvoir trier en fonction du besoin de lecture. Voilà, donc ça, c'est pour ce qui est de la qualité de l'eau en termes de prélèvement et analyse des eaux. Et l'intérêt qu'on s'attache, enfin, ce qu'on s'attache vraiment à faire sur ECAT, c'est de pouvoir rendre lisible aussi des informations venant d'autres couches de données, mais toujours en lien avec le sujet de la qualité de l'eau. Donc ici, par exemple, les achats de substances. Donc ici, c'est intéressant à la fois une zone hydro parce qu'on va avoir donc les informations ici qui sont données uniquement pour les communes qui sont rattachées sur la zone hydro en amont et un petit peu en aval. Donc ici, pour toute substance, on a le nombre de substances achetées, les quantités achetées, leur répartition sur la période. Et ici, un détail de l'évolution d'achat de chaque substance pour la zone. Chose qu'on peut aussi faire pour une substance, hein, à nouveau. Et ici, on va avoir les données qui se mettent à jour avec un indicateur qui apparaît sur la carte, donc un indicateur de pression potentielle lié à l'achat de ces substances, donc qui est rattaché à chaque commune. Donc pour chaque substance achetée et sa quantité achetée, on la ramène à la surface de chaque commune, à la surface agricole. Donc c'est un indicateur en construction imparfait, mais c'est pour ça qu'on envisage le modèle de l'ODR comme étant un modèle pertinent pour affiner cet indicateur-là. Mais dans l'idée, c'est de montrer ce qui est possible de faire aussi à partir des données existantes et de pouvoir en fait amener une couche d'information supplémentaire, une lisibilité sur cette couche de données aux différents acteurs du territoire et notamment voilà, Euh, le monde alors, agricole. pour être bien clair aussi là-dessus, ces données sur les achats de substances, on sait que c'est
la BNVD, c'est à la fois une base intéressante, mais c'est aussi, il y a plein de questionnements au niveau national sur les indicateurs à sortir de tout ça. Et notamment, là, nous, on parle en quantité achetée, donc ce qu'on appelle la QSA, et au niveau national, il y a des indicateurs qui sont maintenant HRI, qui disent autre chose. Euh, mais en fait, nous, on pense que la QSA, c'est un bon indicateur. Pourquoi? Parce que nous, ce qu'on veut pas, c'est juger dans l'absolu de ce qui se passe sur les substances. Ce qu'on va faire, c'est que sur chacune de ces zones démonstrateurs, là où on va travailler, avec les acteurs agricoles et les acteurs de la gestion de l'eau, on va voir s'il y a des substances qui posent problème. Parce qu'on les trouve au captage, elles sont difficiles à traiter, elles sont en dépassement de manière un peu trop importante. Et donc, on va en mettre quelques-unes sous surveillance en se disant on va essayer de faire quelque chose là-dessus. Et donc ça veut dire qu'on va passer de logique d'approche très générale à une logique territoriale. On le verra tout à l'heure, enfin peut-être où tu peux le montrer. Là, il y a un truc, nous, le méthaldéhyde par exemple, méthaldéhyde c'est un anti-limace en gros, bah, il ressort assez souvent. Et c'est un truc sur lequel on peut travailler quand même, parce que si on en trouve dans l'eau, c'est sûrement lié à la fois à- enfin sûrement à des méthodes d'application qui font que on peut peut-être travailler en termes d'application pour qu'il y en ait moins qui partent dans les cours d'eau. Donc, nous, on pense que cet indicateur quantité, il est pertinent pour ça, pour des négociations territoriales où on va essayer de travailler quelques itinéraires, quoi. Alors, j'ai vu qu'il y avait une main qui se levait. Hop, sur le biais du lieu d'achat. Ouais. Voilà, il y a des biais, on le sait. Après, on fait avec ce qu'on a, quoi. Et la voie, le modèle de l'ODR, là, sur la spatialisation, ça peut être une façon d'essayer de réduire ce biais, mais on sait qu'il existe toujours. Voilà, donc là, je prenais l'exemple du méthaldéhyde. Et bon, en l'occurrence, on voit que les achats sont faibles, mais à nouveau, il y a aussi toute la notion de quantité appliquée, etc., qui n'est pas visible ici sur ce genre d'indicateur. Donc, c'est des choses à prendre en compte aussi. Mais dans l'idée, voilà, ça vous montre comment est présenté ce jeu de données de la BNVD sur le parcours en question. Donc, ce qu'on essaye aussi d'amener, c'est des informations sur l'occupation des sols, donc via le RPG. Donc ici, je reste sur une zone de captage en particulier, mais les données s'ajustent aussi au département. Et l'idée, c'est qu'on puisse visualiser sur une zone hydro l'occupation des sols pour une année fixe. Et ici, nous, on a pu amener la distinction entre le bio et le conventionnel jusqu'à à partir de 2019, puisqu'avant ça, pour ce qui est du RPG public, ce n'est pas accessible. Et d'avoir donc ici, si je zoome un peu, la possibilité d'aller voir chaque parcelle en amont ou tout proche de la zone du captage, ou même jusque dans le périmètre de protection du captage, et d'aller identifier la culture sur une année. Donc je peux aller varier d'une année à l'autre ici. Donc voilà, donc on peut aussi aller demander une distinction entre le bio et le non bio, comme je disais, et ici avoir la répartition des surfaces cultivées par groupe de culture d'une année à l'autre avec la distinction bio à nouveau, non bio à partir de 2019. Voilà. Donc ici, j'ai pu faire varier l'année, qui ne s'affiche pas très bien, mais voilà, ou de lui demander, donc, par exemple, le bio, uniquement les parcelles bio. Voilà, donc ça c'est la possibilité avec le RPG. Et enfin, une des couches de données qui est propre au travail que le GIP a effectué sur le GERS, c'est la possibilité d'identifier les profils d'agriculteurs qui sont sur la zone, donc basé sur tout le travail d'enquête qui a été fait, et pour lequel on a aussi une adaptation à chaque zone de captage des profils qu'on retrouve en majorité sur la zone. Donc avec la colorimétrie, je peux vous afficher la légende ici. Ouais, Et ça, ouais, pardon, ouais, vas-y. pardon, juste la répartition des surfaces et le nombre d'agriculteurs par profil en fonction de ça. Donc voilà, qui est un travail qui s'est basé sur le dispositif Inosis initialement et qu'on a travaillé pour enfin, en fonction des besoins et des réalités du terrain.
Et ça, c'est l'idée. Donc là, on a vu des couches de données nationales, mais nous, ce qu'on voit, c'est que euh, on produit de l'information parce qu'il y a des études qui se font sur des territoires. À un moment donné, un opérateur, il fait faire un diag agricole, en fait. Donc là, nous, c'est ce qu'on a fait dans le Gers. On a fait un diag, on a fait un diag d'exploit à partir d'une typologie. On a fait une qualification de typologie et par typologie, on a décrit des pratiques, notamment sous l'angle phyto. Et ça, en général, c'est un rapport. Et donc, notre idée, c'est que ce genre d'outil puisse permettre aussi d'intégrer ces éléments d'information issus de documents d'études pour permettre que de la production de connaissances par des processus d'études bah, puisse être stocké quelque part et accessible en une couche d'informations nouvelles sur le territoire. Donc, c'est ce qu'on a testé là-dessus en disant bah, nous-mêmes, on a fait un processus d'études avec de la création informationnelle. Comment on le rend accessible dans l'outil? Donc, on a deux choses. On a fait cette typologie qui est une couche nouvelle parce qu'on a décrit là des systèmes. Et ben, on les a cartographiés. Et on est en train de faire euh, ce que, ce qui va être l'étape d'après, c'est que derrière chaque système, on va rendre accessible bah, notre rapport, en fait. C'est-à-dire qu'on va y mettre l'information textuelle qui est issue de ce qu'on a rédigé et qui décrit le système, quoi. Et donc ça, c'est un exemple de ce qu'on fait nous, mais qui pourrait être généralisé dans les cahiers des charges d'études, c'est-à-dire qu'on pourrait obliger ceux qui font des études à avoir des livrables qui puissent être mis en ligne. Et donc, on a une plateforme qui, du coup, rend un nouveau service, c'est qu'elle rend accessible de la production de connaissances au lieu de faire que ce soit des rapports dans des armoires, quoi, ou des trucs publiés sur des sites internet qu'on ne sait pas où aller les trouver, etc. Donc, c'est aussi une des logiques de dire, dans la notion de connaissance, il y a beaucoup de choses qu'on peut empiler. Et là, on fait, il me semble, de la valeur ajoutée, quoi. Voilà, donc j'ai presque terminé le tour un peu, on va dire, sur un parcours, mais qui vous permet d'avoir une idée de l'ensemble des jeux de données qu'on mobilise et la manière dont on les mobilise. Une des dernières choses que je voudrais vous montrer, c'est sur un parcours différent, c'est à partir d'un jeu de données de l'INRAE, un travail de l'INRAE qui s'appelle Séquence RPG, qui s'attache, lui, à pouvoir présenter l'état de diversification d'un territoire. Donc nous, on a repris le jeu de données, donc ici, avec une description la plus synthétique possible de comment, à la fois, comment immobiliser le jeu de données et comment on les a construits, comment on construit les indicateurs à partir de ça. Et donc là, si ma connexion est suffisamment bonne, on va avoir Juste, donc une carte. ouais. Ouais. Pendant que ça charge, Vas-y. juste vous expliquer ce que va vous montrer Mathilde. Hmm. Quand on a fait le diag, nous, GERS, sur la qualité de l'eau et phyto, en fait, et qu'on s'intéresse aux pratiques, un des sujets qui est majeur, mais qui revient tout le temps dans les transitions, c'est bah, plus les systèmes sont monoculture, plus on a d'enjeux phyto, quoi. Et plus les systèmes sont diversifiés, plus la gestion des phytos, enfin, plus on peut avoir une approche justement diversifiée de résolution des problèmes de mauvaises herbes ou de maladies ou de parasites. Et plus c'est facile, en fait, d'aller sur des alternatives. Donc, l'enjeu d'intensité de diversification, c'est un enjeu important. Du coup, on s'est dit, comment on peut ramener de l'information pour essayer d'identifier dans le territoire assez facilement quelles sont les zones sur lesquelles on a de l'agriculture qui est monoculture et où elle est diversifiée. Et du coup, on a développé avec l'appui de l'INRAE là, et de leur modèle cet outil. Donc, ce qu'on voit là sur la carte, c'est qu'on a pour chaque parcelle donc un code couleur qui est attribué, qui va du rouge au vert, qui en fait traduit la diversification de la parcelle. C'est-à-dire que plus l'indice est élevé et plus il y a eu de culture sur la période de temps, donc ici 2015-2022 en l'occurrence pour le jeu de données.
Donc, ce qui se passe, c'est que, par exemple, si je prends une parcelle ici d'indice 2, c'est qu'il y a eu deux cultures qui ont été implantées sur la parcelle. Si je prends une parcelle verte, c'est qu'il y a eu, par exemple, ici, sept cultures différentes sur la période. Et donc, ça nous permet d'avoir un gradient de couleur d'un indice, donc d'un état de diversification faible à un état de diversification élevé. Et à partir du moment où chaque parcelle se voit attribuer un indice, on peut donc estimer la surface occupée par chaque indice sur le territoire et identifier les parcelles majoritaires. Donc ici, en l'occurrence, on se rend compte que sur le territoire du Gers, ce sont les parcelles ayant eu quatre cultures sur la période qui sont majoritaires. Donc on peut ici avoir une distribution relative par rapport à chaque indice, voilà, de la surface. Et ensuite, ce qui est intéressant, c'est que on a voulu aller un peu plus loin dans ce jeu de données et pouvoir creuser les combinaisons possibles de cultures, donc ce que nous on a appelé des clusters. Donc ici, c'est-à-dire que quand je vais aller regarder par exemple les parcelles d'indice 2, c'est-à-dire celles ayant eu deux cultures sur la période, je vais pouvoir aller voir donc notamment leur répartition sur le territoire. Donc ici, la carte ne m'affiche que les parcelles d'indice 2. Voilà, bon, ça, elle se charge comme elle peut ici. Et ensuite, je peux aller voir les combinaisons de cultures au sein de l'indice 2. Donc, c'est-à-dire, certes, il y a eu deux cultures. Quelles sont les deux cultures possibles et comment elles se combinent entre elles? Donc, ici, on retrouve tout un tas d'indicateurs sur la surface occupée par les parcelles d'indice 2, le nombre de clusters, donc de combinaisons existantes au sein de cet indice. Et ici, je vais voir, par exemple, que par ordre décroissant à nouveau et en surface cumulée sur la période, lesquelles combinaisons reviennent majoritairement. Donc ici, par exemple, l'étendre divers tournesol, qui s'avère être le cluster majoritaire pour les parcelles d'indice 2. Quand je le sélectionne, je vais avoir ici en violet ces parcelles qui présentent uniquement du blé tendre tournesol sur la période, qui s'affichent et qui se mettent du coup en regard de l'ensemble des parcelles d'indice 2 et qui permet du coup d'aller identifier que voilà, il y a potentiellement des aires dans le territoire qu'on regarde qui sont plus favorables à ce type de rotation. Et donc, ça invite aussi à aller creuser les stratégies d'exploitation, d'où l'intérêt de pouvoir aussi avoir ces informations sur les profils d'agriculteurs, notamment leur stratégie d'exploitation. Donc, voilà, ce jeu de données, on l'a pensé à nouveau et dans l'optique de la totalité de la plateforme comme la possibilité de clarifier les situations et d'amener de l'information, de la clarification sur les données qui peuvent exister pour ensuite voilà, ouvrir le dialogue entre les acteurs et construire des stratégies d'action qui soient pertinentes par Ouais. rapport au contexte. Et ça, c'est assez important parce que cet exemple-là, il est intéressant. Nous, dans le diag qu'on a fait, on s'est aperçu justement que parfois, sur certaines substances, par exemple le prosulfocarbe, là, on a pas mal travaillé dessus, ben, on a plutôt des rotations entre guillemets à risque, notamment celle-là, hein. Mm. Et quand on met en couche ben, les zones sur lesquelles on a plutôt ces rotations et qu'on regarde sur la qualité de l'eau, les endroits où on a plus d'occurrence du prosulfocarbe, ben, ça match en fait. C'est-à-dire que on a des faisceaux d'indices comme ça qui nous permettent de dire, bah là, il y a un sujet, quoi. Et du coup, c'est vraiment en- à l'échelle des sous-bassins et Aussi sur la des petite informations qui avec les seront panneaux rouges. accessibles Là, je viens aux de voir celle-là, acteurs, mais je vois pas le petit. ça va permettre ces itérations de raisonnement qui vont permettre petit à petit de cibler ben, des zones, des situations à risque, des molécules à problème ou pas, ou même, ou à l'inverse, de dire, ben non, là, il n'y a pas de problème et ça sert à rien de s'exciter là-dessus. Mais ça va permettre de clarifier pour nous euh, le débat territorial sur est-ce qu'il faut ou pas faire quelque chose sur tel ou tel problème, quoi. Et donc, on sent que petit à petit, on commence à avoir ben, des outils qui vont permettre d'aller assez fin, assez finement dans la, la discussion en tour de table, entre acteurs, des situations. Ce que montre Mathilde, c'est exactement le cas, là. C'est-à-dire quand on arrive, voilà, on a un réseau hydrographique, on a une situation d'occurrence de certaines rotations. Si ces rotations sont un problème et que sur ce cours d'eau, on trouve une concentration
particulière, bah, je sais pas quoi, de Prosopocagne, on se peut se dire, bah, il joue quelque chose là-dedans, quoi. Voilà. Donc c'est en ce sens-là où on est bien sûr pas encore du tout au stade de l'outil numérique qui va dire voilà le problème, voilà la solution. Mais il nous semble là commencer à comporter des dimensions conversationnelles, on va dire, qui vont permettre d'avancer sur tous ces sujets. Et donc pour terminer, ben là c'est ce qu'on va tester en fait maintenant. C'est-à-dire que c'est la mise sur table de cet outil dans les territoires sur lesquels on va avancer plus loin et l'approfondissement de développement pour que vraiment les discussions soient possibles. Moi, le fantasme que j'ai, c'est à la fin, c'est de rajouter de l'IA là-dessus, comme un chatbot, quoi, pour qu'on n'ait même plus besoin d'interfaces comme on vient de les manipuler, mais que des acteurs puissent poser des questions en langage naturel et que l'outil puisse amener ce qu'il a comme élément de réponse. Et ce qui permettrait une interaction totalement innovante entre acteurs qui vont se retrouver dans des comités territoriaux pour dire bah, c'est quoi le problème des enjeux sur notre captage? Bah, tiens, hop, et le machin amène des trucs, quoi. Et du coup, on pourrait imaginer des modalités de conversationnelles complètement nouvelles, quoi, qui seraient où la question de la technicité serait un peu mise de côté et les gens pourraient être en conversation plus stratégique sur leur situation. Voilà. Oh, ok, bah, du coup, merci Mathilde et Bruno. Et du coup, ta dernière, ta dernière phrase ouvre sur diverses questions. Et je vois que Véronique Belon-Morel en a déjà une. Et les autres, n'hésitez pas, rallumez vos micros et prenez la parole. Véro, vas-y. Ouais, merci beaucoup. C'est vraiment super. Donc, bravo pour ce qui a été fait jusqu'à présent. C'est un outil de visualisation aujourd'hui d'échange, de négociation qui est, enfin, qui me semble enfin, vraiment novateur et donc c'est super. Et justement, tu as prononcé le mot d'IA, mais avant ça, moi je me disais, parce que bah, lorsque tu dis on va commencer à essayer de comprendre, là, effectivement, ça veut dire que c'est de l'analyse à partir des différents croisements, ça va être des experts qui vont se pencher là-dessus. Moi, je me pose la question, si tu veux, est-ce que des chercheurs pourront avoir accès à ces données? Est-ce qu'il y a des API? Comment? Au-delà de la visualisation, vous pouvez faciliter l'accès à des chercheurs, par exemple en IA, pour ne citer évidemment, bon, cette idée, elle vient. Alors l'IA, elle peut être de différentes manières, hein. Elle peut être pour créer les diagnostics, c'est-à-dire dire oui, tel problème, il y a des chances qu'il vienne de ceci, ou ça peut être, comme tu le disais, un agent conversationnel qui Hmm. évite l'interface de devoir voilà, soi-même se dire ah ben tiens je vais croiser ceci avec cela et donc c'est IA plutôt agent conversationnel. Moi je vois déjà ces deux points et il y a Maglone Tesser qui est là, je suis sûre que elle verra d'autres choses aussi. Donc ma question c'est l'accès, est-ce que vous avez aussi prévu d'une part de faciliter l'accès à ces données pour des chercheurs, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a de la visu mais est-ce qu'on peut avoir des flux? Voilà, un. Et j'ai aussi une autre question, c'est est-ce que vous avez prévu aussi que la plateforme accueille de nouveaux produits qui auront été faits par la recherche, par exemple? Euh, alors, j'ai tendance à répondre oui aux deux questions, c'est-à-dire que euh, la première question sur l'accès aux données, pour le moment, dans le modèle de développement, en fait, on est en modèle lac de données là, c'est-à-dire que nous, c'est des données d'actualisation annuelle en fait. Donc, on les télécharge et on les actualise. Donc, en fait, je pense qu'il n'y a aucun problème de dire c'est accessible. Et après, là, la plateforme, nous, bon, pour le moment, moi, j'en suis propriétaire en fait. Donc, on est un opérateur public. Donc, j'ai tendance à dire welcome, c'est ouvert, quoi. Il n'y a pas de limite là-dessus. Euh,
Au passage, un des problèmes que moi j'ai, c'est quoi le modèle juridico-économico de cet outil? Pour le moment, je n'en sais rien. Faudra qu'à terme, on Mm. va le travailler, là, c'est un sujet. Mais là, pour moi, c'est un outil, et au contraire, avec plaisir, on le met à disposition, quoi. Et après, sur l'intégration de nouveaux champs de données, alors euh, là, on est dans une logique un peu différente. C'est une logique de feuille de route, en fait. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on met dans notre feuille de route sur les mois qui viennent en termes de processus de développement. Donc, jusqu'à maintenant, on a fonctionné avec un copil ouvert euh, où on a co-construit une feuille de route avec des partenaires. Mm. Euh, donc ça a été le démarrage. Après, moi, j'ai dit, bon, bah, moi, j'assume d'être celui qui définit la feuille de route. Donc, j'écoute plein de trucs, mais je fais mes choix. Donc, là aussi, on est ouvert à toute proposition, en fait. Et après, on fera des arbitrages et qu'on va plutôt faire dans le GIP pour le moment, mais donc dans notre plan d'activité, en fait. Mais ça peut être, on rentre dans Occitanum si il y a une attente particulière de partenaires d'Occitanum, bien sûr que on va faire en sorte de les mettre en tête de gondole, comme sur les. Ok, Voilà. Donc, voilà la réponse que je peux donner, quoi. C'est très ouvert, en merci. fait, hein. Super. Merci. J'en profite juste pour rajouter sur les données, les flux de données. Je sais qu'on travaille beaucoup avec ça, sur ça avec le développeur, notamment sur un format API des données de ECAT. Donc on est en tout début du processus, mais dans le but de pouvoir faciliter aussi la lecture de la manière dont on agence les données, parce qu'au final, on s'appuie sur des données publiques, mais on les retravaille dans le code en fait d'une manière originale voilà, qui nécessite aussi en effet, de clarifier la lecture des flux pour les utilisateurs. Donc, on est en plein dedans, quoi. Marie-Agnès? Ah non, Oui, pardon. tu as levé la main. Ah non. Mais du coup, j'ai quand même une question. Est-ce que cet outil de visualisation est accessible à n'importe qui? Alors, pour le moment, euh, il faut faut être autorisé pour rentrer sur la plateforme pour le moment. Du coup, il n'est pas grand public et il est plutôt, on ouvre progressivement des accès, soit à des partenaires qui veulent venir porter des idées d'amélioration et avec qu'on a intégré dans notre réseau de co-constructeurs de l'outil, soit avec des territoires qui sont les territoires sur lesquels on teste les fonctionnalités. Donc, on intègre des gens qui sont dans l'écosystème avec qui on construit la plateforme. Donc voilà, c'est à la limite, si quelqu'un veut rentrer, bah, il toque à la porte, on discute, et puis moi, j'ai pas de raison de refuser des gens. La seule chose qu'on qu'on fait pas, c'est l'ouvrir de manière globale sans qu'il y ait un peu de projet. Voilà, finalement, une idée de projet pour pouvoir venir dans l'écosystème, quoi. Mais après, bon, il y a, moi, j'ai pas de raison de laisser des gens à la porte, quoi. Ok. Ce qu'il faut juste voir, c'est euh, encore une fois, nous, on fait de la pure innovation là. C'est-à-dire que techniquement, mais aussi en termes de gouvernance, juridiquement, budgétairement, enfin voilà, tous les jours, je me dis, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Donc, je sais même pas ce que c'est en termes de statut, cette plateforme. Donc, voilà, tout le monde est bienvenu, mais avec un esprit bienveillant. Et si vous pouvez nous aider à mieux comprendre ce qu'on fait et à mieux le diriger, ben, c'est parfait. Voilà. Bruno, il y a des plateformes qui ont été développées ces derniers temps sur
sur des indicateurs climatiques, sur tout ce genre d'éléments qui permettent de réfléchir l'évolution des cultures. Et donc, il y a quand même un certain parallèle peut-être à mener, en tout cas sur le statut juridique de comment ça peut se faire. Donc, en tout cas, il y a des collègues d'AgroClim chez nous, hein, qui ont peut-être aussi réfléchi là-dessus. Jean-François Souzana Mm. a aussi proposé une énorme plateforme. Il y a Hélène, je ne sais pas si Hélène est avec nous, qui participe à une de ces plateformes climatiques, je crois qu'elle s'appelle, qui est bah, justement, comme vous, la mobilisation d'informations de droite, de gauche, publiques, plus ou moins, de données autres qui viennent de modèles, enfin un tas de trucs comme ça. Mm. Donc peut-être qu'Hélène pourrait te donner un peu plus d'informations sur ce type de comportement Hélène, juridique, quoi. Hélène Rénal, ouais, Rénal, qui d'accord. est dans Occitanum. Oui, le, oui, je pense qu'il fait la petite différence, en fait, c'est que nous, ce qu'on essaie, c'est vraiment de dire, nous, on veut, c'est un peu caricatural ce que je dis, mais on veut vraiment faire un outil pour les gens d'en bas, quoi. C'est-à-dire les gens qui sont dans les soutes et que ce soit leur outil. Et donc, par rapport à beaucoup de plateformes qui existent, euh, euh, peu sont vraiment conçus pour dire, euh, pour correspondre aux usages des gens qui sont voilà, dans le terrain, quoi. C'est plus des plateformes qui vont concerner des institutions, des chercheurs et des gens qui ont besoin de manipuler de la donnée, etc. Donc, et ce statut d'outil un peu à disposition des gens d'en bas, voilà, c'est là où il est un peu particulier et où on se cherche encore. Mais c'est vrai que c'est intéressant de discuter avec tout le monde, hein, parce que on, nous, on a besoin d'être éclairés sur. On sent qu'il y a un enjeu de statut public-privé aussi qui est pas simple à traiter, quoi. Bruno, ça veut dire donc que pour l'instant, il n'existe pas de plateforme sur le territoire, enfin en France, au niveau national, de la sorte. Pour le moment, qui sont vraiment destinés aux gens sur le terrain, aux opérationnels. Parce Bah, que. nous, quand on a fait ça, on a fait une grosse revue de l'existant, hein. Et donc, il y a des plateformes qui mettent en avant des données, mais déjà, aucune intègre dans un seul lieu toutes les couches qu'on intègre, là. Mhm, Et après, souvent dans leur conception, ben, on ne peut pas raisonner. Nous, on essaie de faire un truc à partir duquel on puisse raisonner. Ces plateformes, elles ne sont pas conçues jusque-là. Elles sont conçues pour mettre à disposition de la donnée, point. Et il n'y a pas une précaution, mais euh, comment on met à disposition des outils de raisonnement en même temps que la donnée. Donc, voilà. Alors, je dis pas que ça existe, ça va pas exister, ou etc. Mais c'est vraiment l'angle d'attaque que nous, on a pris. merci. Alors, Est-ce si je peux me que. permettre, parce que Vas-y. je suis pas arrivée à lever la main, je ne sais pas où est passé dans le menu. Alors, je me posais la question si l'architecture qui est actuellement mise en place sur cette plateforme est suffisamment robuste pour supporter justement un passage au niveau national. Est-ce que vous avez fait le développement avec cet objectif-là ou pas? Parce que c'est quand même hyper important, justement, dans ce contexte d'ouverture et Hmm. de partage des données, de se dire est-ce que ça peut monter, je veux dire, passer à l'échelle nationale? Et quelles sont les Alors, difficultés éventuelles? ouais. Alors, bon, il faut le savoir, nous, on est en contact avec pas, notamment des gens, des ministères, là, aussi sur ces outils, parce qu'actuellement, au ministère de l'Environnement, à la direction de l'eau, on a été contacté il n'y a pas longtemps par des développeurs qui sont côté, euh, je sais pas comment ça s'appelle, là, les startups État qui développent des trucs et qui sont en contact avec, oui, Etalab, qui sont en contact avec les gens de l'ADEB pour développer un outil. Et quand ils ont appris qu'on faisait les trucs, ils sont venus nous voir, ils nous ont dit, bon, vous avez fait ce qu'on veut faire, quoi, en gros. Et, euh, et donc, ils nous ont posé ces questions. Et alors, nous, on en a discuté et avec le développeur qu'on a, je trouve qu'il est assez pertinent. Il a dit, bah,
il y a des enjeux techniques, mais d'abord, il y a un autre enjeu, c'est quoi les questions du niveau national, en fait? Parce que c'est pas les mêmes. Et donc, il y a un premier sujet, c'est avant de dire on veut répliquer ça au niveau national, euh, qu'est-ce que ça veut dire de regarder la France et de se poser une question sur eau et captage, quoi. Alors, C'est pas du tout la même chose que de regarder le captage de quelque part. Donc, si l'idée c'est de répliquer ce qu'on a dans le Gers, dans l'Aude ou dans le Finistère, ça, je pense on est en train de le faire, là. On est en train d'ouvrir d'autres départements. On est en train de travailler l'interface pour pouvoir ouvrir des zones hydro en tant que telles. Mais maintenant, si je veux ouvrir la France en tant qu'objet, ben, moi, j'ai besoin que quelqu'un me dise qu'est-ce que je veux regarder sur la France, quoi. Voilà. Enfin, voilà. Donc, on renvoie à cette question et je trouve que c'est une bonne façon de commencer la discussion, de dire why not? Mais d'abord, c'est quoi votre question? Voilà. Mais après, c'est vrai que il y aura des enjeux qui vont se poser sur la masse de données à manipuler. Mais encore une fois, si quelqu'un veut manipuler toutes les données qualité de l'eau de toute la France pour une analyse à l'échelle France, ben, commençons déjà par comprendre quelle est l'analyse qu'il veut faire. Voilà. Parce que sinon, ça sert peut-être à rien de se dire, il faut que je dimensionne un truc pour manipuler toutes les données qualité de l'eau de toute la France sur 20 ans. Après, Voilà où oui, on en est là-dessus, quoi. ouais, pour compléter, de toute façon, l'expansion à d'autres territoires, c'est au cœur de ce qu'on fait depuis le début, parce qu'on se doutait bien que l'enjeu, c'était pas de se confiner à un territoire en particulier. Donc là, on est en plein dedans, mais c'est vrai qu'on s'appuie sur des usages et des besoins qui viennent des acteurs du territoire. Donc, pour s'assurer voilà, que la plateforme vive et qu'elle a un sens pour les personnes ouais, pour lesquelles on développe la plateforme, quoi. Voilà. Et c'est vrai que nous, on trouve que plus on descend dans les territoires, plus c'est intéressant. Et c'est-à-dire plus on remonte, moins c'est intéressant, quoi. oui, mais ça, je comprends bien que si on regarde cette vision globale, mais ne serait-ce que la comparaison entre différents territoires, c'est quelque chose qui peut être hyper intéressant pour Mm. les chercheurs. Et quand on parle justement d'ouvrir l'accès de vos données, bah, ça sous-entend, voilà, la possibilité d'étudier, Ouais, de comparer différents territoires. ouais, ok. Mais encore une fois, voilà, si on dit je veux comparer le Finistère au PO, ça, je pense qu'on peut faire. Si on dit je veux comparer tous les territoires de France, bah, il y a une petite discussion préalable à dire qu'est-ce qu'on veut comparer, quoi. Voilà. Mm. Mais bon, en tout cas, encore une fois, pour être bien clair, nous, on est ouvert à toutes les conversations, là, hein. Donc Mathilde est la référente chez nous et moi aussi. Donc vous avez nos coordonnées, etc. Faut pas hésiter. Euh, je dis pas qu'on va être capable de donner suite à tout ce qui nous sera proposé, mais on est vraiment dans cette phase de grande ouverture, quoi. Ok, merci. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent questionner Mathilde ou Bruno? Moi, je voulais pas questionner, mais c'est la suite de l'échange entre Maglone et Bruno. Et c'est que Maglone, comme voilà, ça peut être dans le cadre d'Occitanum, n'hésite pas à revenir rapidement vers nous si tu vois des choses intéressantes, parce que on peut avoir aussi un petit peu de ressources dans Occitanum à mettre sur le sujet. Voilà, mais il faut pas attendre le dernier moment. Si besoin, hein, pour travailler. Je n'étais pas présenté en fait, peut-être. Vous connaissez déjà avec Bruno? Pas du tout. Pas du tout. Alors, rapidement, moi, je suis directrice de recherche INRAE, donc sur la partie informatique, hein. Je suis à Tétis à Montpellier. Et on travaille beaucoup sur tout ce qui est information spatiale. Et ma spécialité, c'est le suivi un peu et puis l'analyse de données spatio-temporelles. Ah, ok. La pertinence, voilà, enfin, d'où l'intérêt sur ces données et puis toute cette temporalité que vous avez qui est super intéressante, hein, c'est sûr. Ok. Bon, Voilà, donc bah, moi, je suis chercheur, hein. d'accord. Mais volontiers pour en rediscuter parce que nous-mêmes, on a quelques questions là. Donc, il y a peut-être des choses à creuser, quoi.
J'en suis sûre, oui. Ok. Ok, eh bien, il est 11h20, donc je vous propose d'arrêter là pour ce petit webinaire. Je vous remercie en tout cas pour cette présentation qui, je pense, était Ok. bien éclairante. Et puis, affaire à suivre, hein. D'accord. C'était très intéressant. Merci beaucoup. Au Merci revoir. beaucoup. Merci Merci. beaucoup. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir, merci. Au revoir.